Nous sommes le 3 avril 2019 à 7h56 du matin heure locale près du village de Boca Chica au Texas. Et c'est un grand jour. À travers un petit bond de l'ordre du mètre retenu par des câbles, le premier prototype du Starship, le Starhopper, vient de voler pour la première fois. Et c'est un événement. Pour la première fois, un moteur brûlant du méthane a quitté le sol et a été plus loin que des essais statiques. La suite, vous la connaissez. 3 ans plus tard, à quelques jours près, SpaceX lançait pour la première fois le couple Starship Super Heavy le 20 avril 2023 pour un vol qui allait être tant critiqué qu'adoré. Car que ce soit pour pointer du doigt les erreurs ou les réussites de SpaceX, on sent souvent une division profonde entre deux camps face à une entreprise qui a tendance à aller à contre-courant de tous les standards de l'industrie spatiale, pour le meilleur et pour le pire. Pour cet épisode, j'avais donc envie de me pencher avec vous sur la philosophie que SpaceX applique pour développer son Starship. Le tout bien sûr saupoudré de quelques anecdotes, et pour ceux qui veulent reparler du dernier vol, ne vous inquiétez pas non plus, il y aura encore 2 ou 3 informations dans la vidéo, et de nouvelles images, mais bref. Avant de commencer, néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. S'il y a bien 2 dates à retenir cette année quand on parle de SpaceX, ce sont les 20 avril et 18 novembre, avec les 2 premiers vols du couple Starship Super Heavy. Et s'il y a une chose que l'on peut dire, c'est que ces vols, et le programme Starship en général, semblent parfois profondément diviser la communauté spatiale en 2 camps. D'un côté, il y a ceux qui estiment que ces vols sont des réussites et que SpaceX a une bonne approche du développement du lanceur, et de l'autre, ceux qui voient les dégâts du programme et une quantité de prototypes gaspillés, le tout avec les 2 camps qui n'hésitent souvent pas à le comparer au SLS. Alors, disons-le tout de suite, c'est un fait, avec près de 26 milliards investis dans le SLS et 28 dans Orion, ce dernier coûte cher. Très cher comparé aux vraisemblables 5 milliards du programme Starship. Notez toutefois qu'il s'agit d'un chiffre estimé et que SpaceX ne donne aucune information sur le sujet. On a juste une interview d'Elon Musk en 2019 qui déclarait que le programme allait coûter entre 5 et 10 milliards. Mais bref, la comparaison avec le SLS est aussi trompeuse. Le Starship et le SLS sont en effet totalement opposés, en objectif comme en développement. Là où le SLS est conçu pour être un lanceur capable de lancer des humains dès son second vol, pour Artemis 2, n'a donc quasiment aucun droit à l'erreur et où tous les systèmes les plus secondaires doivent se comporter au mieux dès la première tentative, SpaceX est dans une situation diamétralement opposée. Déjà, il faut noter que le Starship, et malgré son implication dans le programme Artemis avec le HLS, sera avant tout un lanceur commercial. Si on peut critiquer les coûts parfois difficilement justifiables, il faut l'avouer, de certains éléments d'Artemis, et même si le SLS vaut une grande partie de son argent, SpaceX de son côté n'a tout simplement aucun intérêt à suivre cette voie. Car le Starship doit avant tout être viable et compétitif commercialement et permettre à l'entreprise de le rentabiliser, que ce soit pour des vols commerciaux ou des projets internes comme Starlink. Et c'est là que se confrontent les 2 types d'approches. D'un côté, on a le spatial institutionnel qui préfère choisir la voie de la sécurité dès le premier coup, car disons-le, Artemis 1 a été un succès total, et de l'autre, on a SpaceX qui, suivi par une partie des entreprises du New Space, préfère apprendre en faisant des erreurs. L'idée est ainsi de pouvoir optimiser la production pour économiser en temps et en argent, et pouvoir modifier le véhicule en cours de route au fur et à mesure du retour d'expérience. Ainsi, au lieu de développer un lanceur méticuleusement en testant chaque système individuellement, l'approche de SpaceX est plutôt de faire le gros du travail, assembler un prototype, le faire voler, voir ce qui marche et ne marche pas, corriger tout ça, et ainsi de suite. Et c'est aussi pour ça que rien dans le design du Starship et de Super Heavy n'est encore définitif. Un bon exemple est la question de la gestion de l'orientation dans l'espace. Pour orienter un véhicule, l'incliner, se faire se retourner et tout ça, un classique est d'utiliser des moteurs dits RCS. Pour résumer simplement, ce sont de petits moteurs qui, au lieu de brûler un mélange de gaz, expulsent juste un gaz sous pression, un peu comme un ballon que vous dégonfleriez.
Les petites poussées de ces propulseurs permettent ainsi d'orienter un véhicule en l'absence d'air et nécessitent souvent un gaz dédié. C'était aussi l'approche choisie par SpaceX avant de, en cours de route, faire le choix d'utiliser le gaz déjà trop réchauffé dans les réservoirs et qui doit de toute façon être ventilé, donc expulsé du véhicule, avant la réentrée. Ça permet de faire des économies et de se passer de certains systèmes secondaires, et l'un dans l'autre, ça réduit les coûts et augmente les performances. Et par la même occasion, ça vous donne une idée de la flexibilité du développement du véhicule. Bref, comme vous le devinez, l'approche de SpaceX est d'apprendre sur le tas. Dans ce contexte, tenter de qualifier les vols d'échec ou de succès est un exercice périlleux et n'a pas non plus le sens habituel. Un lanceur lancé avec pour objectif d'atteindre l'orbite et qui échoue, c'est un échec. Un lanceur lancé avec pour objectif d'atteindre l'orbite, mais si ça rate on s'en fiche et on recommencera de toute façon car ce n'est qu'un véhicule non fini et le prototype est à usage unique, ça rend le verdict final bien plus compliqué. Bon, bien sûr, un véhicule qui exploserait sur son pas de tir avant le décollage, ce serait évidemment un échec. Mais ce que je cherche plutôt à dire, c'est que des vols comme celui du 18 novembre ne sont ni des échecs ni des réussites. Il est en partie raté car les véhicules n'ont pas accompli toute leur mission, mais il est aussi une réussite car SpaceX a pu tester et réussir à différentes étapes, comme la séparation à chaud où le Starship oriente d'ailleurs ses moteurs vers l'extérieur pour ne pas diriger toute la force de leur poussée sur Super Heavy. D'ailleurs, anecdote amusante, mais si on se fie à de nouvelles images de SpaceX et qu'on regarde les ailerons en grille, il semble que ceux-ci se tournent légèrement et utilisent le souffle des moteurs de Starship pour enclencher la rotation de Super Heavy. Mais bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est ici sur une culture de l'échec et du risque où ces deux éléments vont à contre-courant des stéréotypes du secteur, en faisant partie intégrante du développement et en étant une étape tout à fait normale. Alors bien sûr, si on regarde du côté du coût du programme Starship, installation au sol comprise, le budget s'élève à près de 2 milliards de dollars pour l'année 2023, et ça peut faire tiquer. Et c'est aussi probable que SpaceX gagnerait peut-être à développer les prototypes plus prudemment, à en gaspiller un peu moins et à éviter quelques incidents. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Pour revenir à ce que je disais, le programme Starship est cher, c'est un fait, mais c'est aussi assez modeste si on considère que le Starship sera le plus gros lanceur de l'histoire et que le premier étage dépasse en nombre de moteurs le lanceur lunaire soviétique N1, qui s'offrait 30 moteurs, et qu'il a déjà été plus loin que lui. De plus, cette approche a toujours réussi à SpaceX, qui avait déjà appliqué une approche similaire lors du développement de la réutilisation des Falcon 9, avec des moyens financiers bien plus contraignants, bien évidemment. Mais l'histoire des Falcon 9 est un sujet totalement à part, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Au final, cette culture de l'échec ne semble pas non plus coûter plus cher qu'un développement classique, et va peut-être même permettre de réduire les coûts sur le produit fini. Car il ne faut pas non plus oublier que, en parallèle, SpaceX continue de chercher à éliminer chaque élément qui ajoute du poids, du temps de fabrication ou des coûts en tout genre, pour optimiser constamment le véhicule, quitte à enlever des éléments pour les rajouter par après, pour citer Elon Musk. Encore une fois donc, l'approche de l'entreprise est très centrée sur l'idée d'apprendre en développant et la culture du risque en général. Mais si cette approche semble porter ses fruits techniquement et commercialement, en témoignent les Falcon 9 dans une moindre mesure, cela n'empêche pas non plus l'entreprise de jouer avec le feu. Entre la projection de débris lors du premier vol, la question de l'impact environnemental de Starbase sur la réserve naturelle, les villes et les villages proches, et des vols comme celui du SN8 sans autorisation complète, SpaceX pousse aussi parfois la pratique du avancer vite pour apprendre de ses erreurs un peu trop loin. Et ça lui vaut parfois quelques déboires. Car SpaceX est aussi une entreprise qui doit avant tout être rentable et qui a aussi la pression de devoir développer un atterrisseur lunaire. Ça ne justifie en rien leurs erreurs et leur impact sur l'environnement, mais le but avec cet épisode est surtout de pointer du doigt qu'il n'y a pas de bon camp. SpaceX réussit des prouesses techniques, c'est un fait, mais il ne faut pas non plus les utiliser pour masquer l'ensemble du tableau. Car certaines erreurs, comme le choix d'un premier lancement du duo sans déluge d'eau, en sont parfois de fameuses. Surtout quand on sait que ce dernier a été installé assez rapidement, qu'il a parfaitement supporté le vol du 18 novembre et ne demandera d'ailleurs aucune réparation avant les prochains essais et les prochains vols.
D'autre part, quand on sait que, selon un récent article de Reuters, la quantité d'accidents au travail était en 2016 plus de 20 fois supérieure dans les installations de SpaceX à Cap Canaveral que dans le spatial en général, et que l'entreprise sort du cadre légal en ne fournissant que des données partielles et épisodiques, il est difficile de dire que la stratégie de SpaceX paye sur tous les tableaux, et au final elle est autant défendable que critiquable, et autant positive que négative. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles doses d'espace.